Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté l'histoire du néoconservatisme aux États-Unis, et je vous y indiquais également que cette histoire américaine pouvait nous aider à comprendre les conflits qui ont cours actuellement au sein de la gauche française, notamment autour des théories postmodernes, de l'immigration ou de la place de l'islam au sein de la République. Pourtant, si on s'intéresse réellement au néoconservatisme américain, au contexte historique qui l'a vu naître, à ses ennemis, la Nouvelle Gauche et l'URSS, si on s'intéresse à tout cela et qu'on essaie de séparer ce qui relèverait d'un contexte purement américain de ce qui relèverait d'une forme d'essence, eh bien dans ce cas, on peut produire une grille de lecture qui peut nous aider à comprendre comment des clivages émergent au sein des différentes gauches occidentales. Avant de nous pencher sur le cas français, il nous faut donc tout d'abord essayer de comprendre quelle peut être cette essence du néoconservatisme. Voici donc mon analyse personnelle. Pour moi, le néoconservatisme, c'est d'abord la défense des valeurs classiques du parti contre un ennemi intérieur, parti ici entendu au sens large, la mouvance, la sphère qui regroupe tous ceux qui adhèrent à un courant d'idées. Aux États-Unis, c'est d'abord la défense contre la dérive de la gauche classique, qui devient de plus en plus interventionniste via les programmes sociaux et la discrimination positive. C'est le combat initial interne à la sphère démocrate au début des années 60, mené dans The Public Interest et Commentary. Puis, dans les années 65-73, s'y ajoute la défense de la gauche traditionnelle contre les idées de la New Left. Il s'agit d'une guerre culturelle sur ce qu'est le progrès, son champ d'action, l'économie, la famille ou bien les mœurs, et sur quelles entités et identités collectives doivent à la fois être moteurs et bénéficiaires de ce progrès. On a une gauche sociale, tournée vers les classes populaires et les syndicats, opposée à une nouvelle gauche, tournée vers les questions sociétales, liées aux identités culturelles, raciales, sexuelles, etc. Ensuite, le néoconservatisme, c'est la défense des valeurs de la patrie contre un ennemi intérieur, la nouvelle gauche, mais surtout contre un ennemi extérieur, l'URSS, véritable ennemi civilisationnel, portant un projet de société diamétralement opposé à celui des USA. Cet ennemi civilisationnel peut d'ailleurs s'allier ou trouver des relais au sein de la nouvelle gauche. Son relativisme, sa contestation des valeurs américaines ou le refus de la guerre du Vietnam sont de fait une forme de soutien au monde communiste. Ces deux combats, contre la dérive de la gauche et contre l'ennemi extérieur, sont idéologiquement indissociables. Aux USA, la gauche qu'ils défendent est libérale au sens classique. Quant à l'idéal américain, il repose sur l'American Dream, le mythe du self-made man, la méritocratie et l'égalité des chances, un idéal résumé par le fameux droit à la liberté et à la recherche du bonheur dont parle la Constitution. Il s'agit d'un mythe libéral. Leurs valeurs partisanes recoupent donc en grande partie les valeurs fondatrices du système politique et censées faire largement consensus au sein du spectre politique. Les valeurs de gauche et nationales qu'ils défendent sont tellement proches qu'il est parfois difficile de savoir pour lesquelles ils combattent à l'instant T. Pourquoi sont-ils opposés aux programmes sociaux ou à la discrimination positive? Parce qu'ils sont américains et croient aux valeurs américaines de méritocratie, ou parce qu'ils sont de gauche et croient à d'autres mécanismes de progrès sociaux? Sûrement un peu des deux. Et puis, le néoconservatisme se caractérise aussi par un phénomène rare, le passage d'un bord à l'autre, le retournement d'alliances partisanes. Quand il a été clair que la gauche était trop molle face à l'ennemi extérieur, les néoconservateurs se sont tournés temporairement vers Reagan, puis quand le combat au sein de la gauche semblait définitivement perdu, certains, comme Jen Kirkpatrick, ont définitivement tourné républicain. Puisque la bataille en interne était perdue, que les valeurs du parti n'étaient pas sauvables, ils ont décidé qu'il fallait au moins sauver les valeurs de la patrie en faisant alliance avec ceux qui les défendaient encore. Au final, une fois dépouillé de ses spécificités américaines, pour moi, on peut résumer le néoconservatisme de la façon suivante. Il s'agit dans un premier temps d'une défense des valeurs classiques du parti, face à des dérives ou des innovations idéologiques. C'est ensuite une défense des valeurs de la patrie contre un ennemi civilisationnel extérieur, qui peut d'ailleurs s'allier avec l'ennemi intérieur. Cette double défense partisane et patriote s'explique par la proximité entre l'idéologie partisane des néoconservateurs et les valeurs qui font globalement consensus au sein du spectre politique, qui sont fondatrices du système. À la longue, ce double combat entraîne un retournement d'alliance au profit de la droite, un renoncement aux idées du parti, pour pouvoir créer une nouvelle alliance permettant au moins de sauver leurs cousines, les valeurs nationales. On renonce à cette petite patrie intellectuelle qu'est le parti pour sauver la grande patrie. Au final, le néoconservatisme exprime une sorte de combat existentiel pour les valeurs. Maintenant, voyons la gauche française. Mais avant d'appliquer cette grille de lecture à la gauche de notre pays, il faut d'abord revoir l'historique de l'affrontement entre les différents partis. Car à force d'être dans l'immédiateté, on a tendance à résumer le conflit entre d'un côté une gauche sociale et de l'autre une gauche sociétale. Or, si on veut réellement regarder la chronologie, on s'aperçoit que l'épithète néo-réac ou l'accusation de dérive vers la droite sont largement antérieures à l'apparition de cet antagonisme. Tout d'abord, donc, une petite chronologie de l'affrontement.
Une première fracture commence à apparaître à gauche au début des années 2000 autour des questions liées à l'immigration, la laïcité, l'islam, les banlieues. Ce clivage est matérialisé en 2002 par la sortie d'un livre qui fera beaucoup de bruit, intitulé Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Ce livre met en garde contre ce qui est vu par l'auteur comme une dérive du débat politique en France et alerte entre autres sur le décalage vers la droite de certains intellectuels de gauche. Parmi ces personnalités de gauche attaquées, on trouve Finkielkraut et Marcel Gauchet. Marcel Gauchet est peu connu du grand public, mais c'est une figure importante dans les débats intellectuels en France. Mais la première déchirure publique a lieu en 2004 lors des débats sur la loi interdisant le voile à l'école. Les partisans du voile se trouvent surtout à l'extrême gauche, au sein de laquelle on commence à voir à cette occasion apparaître la future mouvance décoloniale qui assimile cette loi à du racisme. La gauche racialiste / indigéniste cristallise après cet épisode avec l'appel des indigènes de la République en 2005, puis donnera naissance plus tard au Parti des indigènes de la République. La même année, des émeutes éclatent en banlieue après la mort de Zied et Bouna, deux jeunes morts électrocutés en fuyant la police. A partir de là, de 2005 à 2010, la figure de l'immigré commence à remplacer massivement celle du prolo, ou plutôt les deux figures fusionnent, conduisant à une ethnicisation du social. Un pauvre est forcément immigré, et l'immigré est forcément pauvre. Pour l'extrême gauche, ce virage permet de trouver un prolétariat de substitution, et pour la gauche réformiste, de trouver de nouveaux réservoirs de voix. Ces virages favoriseront plus tard l'implantation des théories décoloniales, qui viendront les justifier idéologiquement, tout en se conciliant certaines catégories militantes issues de l'immigration ou revendications identitaires. Ainsi, assez significativement, on passe progressivement de l'acceptation du voile au nom de l'inclusion de toutes dans l'école à l'acceptation du voile comme liberté individuelle. Cet intérêt pour les catégories issues de l'immigration se traduit par exemple au NPA par la création de commissions quartier et par la présentation en 2010 d'une candidate voilée générant des remous en interne. Mais le clivage va définitivement cristalliser autour des théories postmodernes, importées des USA qui se développent massivement au sein des universités et des milieux militants, surtout à partir des années 2012. C'est l'émergence de ces théories qui va donner l'impression d'un clivage entre gauche sociale et gauche sociétale. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. La gauche a toujours été portée sur le sociétal. Le féminisme ou la question des droits des minorités ne date pas d'hier. En fait, la différence entre les postmodernes et les autres, au-delà des revendications qui peuvent paraître de plus en plus lunaires chez les postmodernes, se fait sur les questions théoriques. Ces théories postmodernes, qu'on appelle aussi post-structuralistes ou encore French Theories, ont une histoire intéressante. Elles s'appuient sur des philosophes français de gauche des années 60-70 qui ont exporté leurs concepts aux USA où elles ont été digérées et nous reviennent en ce moment sous la forme des studies et de diverses théories de lutte contre diverses oppressions. Les French Theories partent du principe qu'au vu des catastrophes politiques des 19e et 20e siècles, le projet politique émancipateur des Lumières et l'universalisme ont échoué et, pour continuer ce projet émancipateur, plutôt que de créer de grandes idéologies, se concentrent sur l'idée que le pouvoir à combattre est partout. La société est un lieu où règnent des micro-pouvoirs qui oppressent et imposent une conduite normative. Transposée à l'action politique, toute réalité majoritaire devient un discours normatif et oppressif, et toute relation sociale devient une domination. Et donc, tout combat contre une norme devient une lutte de libération légitime, et toutes ces luttes se valent puisque chacune, à sa façon, attaque la vision majoritaire. Exit la centralité de la lutte des classes, et bienvenue à la non-hiérarchisation des luttes et au relativisme culturel, l'universalisme étant vu lui aussi comme une forme de domination occidentale, incarnée en particulier par l'homme blanc cisgenre hétéro. De fait, la gauche française des années 2010 lutte à peu près contre la même vision du monde que les néoconservateurs américains dans les années 60-70. La seule différence est que les idées postmodernes des années 2010 sont plus élaborées idéologiquement. Maintenant, revenons à nos moutons. Tout s'accélère à partir de 2012 avec le retour de la gauche au pouvoir, et donc avec la possibilité de faire passer dans la loi ces nouvelles idées. Très vite, on nous annonce une loi sur le mariage gay. À gauche, les premiers à avoir contesté ces revendications postmodernes sont les intellectuels gravitant autour de la revue Le Débat, une revue de centre-gauche, gauche républicaine, peu connue mais importante dans le débat politique et intellectuel en France, et dirigée par Marcel Gauchet. La revue a publié un numéro axé autour de la contestation du mariage gay et de l'homoparentalité. Cette prise de position a valu à Marcel Gauchet une pétition contre sa participation au rendez-vous de l'histoire de Blois, dont le thème était les rebelles. L'argument des pétitionnaires, mené par le sociologue d'extrême gauche Geoffroy de la Gannerie, était qu'il était trop réac pour parler de rébellion. On peut aussi citer Jean-Pierre Le Goff, proche de Gauchet, maoïste dans sa jeunesse, à l'origine du concept de gauchisme culturel, qui a pris position contre le mariage gay sur des arguments anthropologiques plus que moraux. Pour lui, il faut des institutions sociales pour assurer la stabilité de la société, et le mariage fait partie de ces institutions.
À partir de 2014, les idées postmodernes commencent à s'implanter largement de l'extrême gauche jusqu'à l'aile gauche du Parti socialiste. Dans ces années-là, on voit aussi apparaître un nouveau phénomène. Des personnalités de gauche, critiques de ces dérives idéologiques, commencent à trouver un écho dans les sphères de droite, surtout à travers le Figaro. Par exemple, à partir de 2014, Laurent Bouvet, chercheur à la Fondation Jean Jaurès, inventeur du concept d'insécurité culturelle, ou Jean-Pierre Le Goff, n'y sont plus interviewés en tant qu'experts, sociologues ou politologues, comme cela pouvait être le cas avant, mais en tant que personnalités de gauche critiques de la gauche, et ainsi sont traités en amis. Et puis arrive 2015 et les attentats islamistes des 9, 10 et 11 janvier qui vont définitivement acter la scission intellectuelle des gauches. Jusque-là, les indigénistes, surtout représentés par le Parti des indigènes de la République, étaient une sphère particulière dont beaucoup se méfiaient. Après les attentats, au nom de la lutte contre l'islamophobie, ces idées gagnent toute la gauche dure. Une partie refuse de condamner ces attentats car cela risquerait de faire le jeu de l'islamophobie. Une manif Touche pas à mon prophète a même lieu, mêlant extrême gauche et islamiste. Au nom de la lutte contre l'islamophobie, certains vont même aller jusqu'à participer, en mars 2015, à un meeting aux côtés de l'islam politique. En réaction à ce climat, Laurent Bouvet lance le Printemps républicain, visant à défendre la laïcité et les idées républicaines. Conséquence des attentats ou de la montée des idées postmodernes, Michel Onfray, le philosophe étiqueté libertaire, donne une interview au Figaro dans laquelle il effectue une sorte de tournant républicain, prélude à sa future orientation souverainiste républicaine, suscitant une vive polémique à gauche. Dans un style plus populaire, signe qu'il faut mettre un nom sur cette nouvelle gauche devenue incontournable, le terme américain de SJW, pour Social Justice Warrior, apparaît sur les réseaux sociaux pour désigner nos gauchistes postmodernes. Au-delà de cette anecdote, on peut estimer qu'à la fin du quinquennat Hollande, les théories postmodernes triomphent dans toute la gauche de la gauche. Toutes les organisations sont touchées, tout comme les laboratoires de sciences sociales, ce qui fait naître des conflits au sein de ceux-ci. Et depuis 2017, devenue hégémonique, notre nouvelle gauche se sent pousser des ailes et se radicalise. Tentative de censure d'une pièce de Charb, perturbation de pièces de théâtre jugées racistes par les organisations racialistes, revendications sur l'écriture inclusive, camps et festivals décoloniaux interdits aux blancs, combat contre l'islamophobie aux côtés de l'islam politique, etc. Les pratiques communautaristes rétrogrades se trouvent même valorisées, ainsi, à l'été 2018, on voit le burkini apparaître sur des plages. Le NPA organise alors en urgence une manifestation de soutien à ce vêtement religieux. Face à tout cela, notre gauche conservatrice multiplie les mises en garde contre l'islam, le communautarisme, l'immigration, voire, comme Onfray ou Finkielkraut, contre la mort de la civilisation occidentale. Autant de prises de position vues comme une droitisation des intéressés. Mais la réaction collective peine à s'organiser. Certains de nos intellectuels ont publié une pétition contre l'influence des théories décoloniales au sein du monde universitaire, Laurent Bouvet et son Printemps républicain polémique sur Twitter, quelques intellectuels s'épanchent dans des médias de droite à coups de petites phrases polémiques, spécialité de Finkielkraut, et c'est à peu près tout. Après ce petit rappel, partiel mais qui résume l'essentiel, essayons de comprendre cette histoire française à travers notre grille de lecture néo-conservatrice. Et commençons par le commencement. D'abord, la défense des valeurs traditionnelles du parti face à un ennemi interne. Le conflit autour de la redéfinition des entités collectives qui portent et sont cibles du progrès se cristallise en France autour de deux points, les questions LGBT et immigrés. Ces deux grandes catégories viennent remplacer les classes populaires dans le discours de la nouvelle gauche française, les théories postmodernes venant avec un peu de retard justifier ce changement de cible et d'acteur central du progrès. Ce changement débouche sur une remise en question du socle de valeurs. La laïcité, par exemple, d'élément indispensable à l'émancipation du fait religieux, devient dans l'esprit de la nouvelle gauche une arme de discrimination anti-musulman. Ensuite, on a aussi une défense des valeurs de la patrie. En France, le mythe politique fondateur de notre système politique est axé autour des valeurs de la Révolution de 1789 et des Lumières. Et comme aux USA, il est souvent difficile de séparer ces valeurs républicaines ou nationales des valeurs spécifiques à la gauche néo-conservatrice. Quand ils se battent pour la laïcité, Laurent Bouvet et son Printemps républicain se battent-ils pour les valeurs républicaines ou de gauche? Un peu des deux. Ils défendent ces valeurs républicaines d'abord contre la gauche postmoderne, dont les fondements théoriques même en sont la réfutation, et puis ensuite contre un ennemi extérieur. Ce n'est jamais dit comme ça, mais l'islam est perçu comme un ennemi civilisationnel. C'est un ennemi civilisationnel plus diffus que l'URSS pour les USA, mais il remet tout de même en question fondamentalement le mode de vie de notre société républicaine. Par exemple, les définitions de la liberté sont diamétralement opposées. Le voile est un signe d'oppression pour les uns et une liberté pour les autres, ou encore ce qui relève de la liberté d'expression pour les uns est une insulte à la religion pour les autres. Cet ennemi extérieur peut d'ailleurs s'allier à l'ennemi intérieur pour combattre les valeurs de la République et de la gauche classique, donnant ainsi naissance au fameux islamo-gauchisme.
Et puis, on peut aussi se poser la question du renversement d'alliance. En France, c'est plus confus qu'aux USA, mais on peut tout de même noter que certains néoconservateurs ont un accès plus facile et fréquent à des médias de droite que de gauche. Par exemple, Laurent Bouvet, Alain Finkielkraut ou encore Jean-Pierre Le Goff ont plus souvent droit à des interviews ou à des tribunes dans Le Figaro que dans Libé ou Le Monde. C'est aussi le cas plus récemment de Georges Kuzmanovic, ancien cadre de la France Insoumise, de tendance républicaine et souverainiste, ayant quitté le parti fin 2018 en dénonçant sa dérive indigéniste. Il était le seul cadre de la France Insoumise régulièrement invité aux émissions du Figaro, et son départ du parti n'a pas freiné ses apparitions sur le média de droite, bien au contraire. Son positionnement lui a permis d'être reconnu comme une gauche fréquentable par la droite, puisque défendant le socle de valeurs nationales. Également, une question se pose. Au-delà de l'alliance médiatique, peut-on assister à un basculement massif à droite, ou plus simplement à une alliance temporaire dans les urnes, comme ça a été le cas aux États-Unis? Avec la mondialisation, une grande partie de la droite molle a mis de côté les valeurs républicaines, dont l'incarnation à droite était le gaullisme, au profit du libéralisme. Résultat, ces valeurs ont été investies par le Rassemblement national, et il est difficile d'imaginer des notables de gauche comme Laurent Bouvet, Michel Onfray ou Natacha Polony appelés à voter pour lui. Alors, vous me direz, certains, très rares, ont sauté le pas, comme le jeune Andrea Cotarac, ancien de la France Insoumise, qui a rallié le Rassemblement national. C'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, à mon avis, il faut distinguer un néoconservatisme resté à gauche et un néoconservatisme basculé à droite, comme c'est le cas pour Cotarac, catégorie dans laquelle on peut aussi inclure Elisabeth Lévy de Causeur, la démographe Michel Tribala, voire Alain Finkielkraut. La différence se fait sur les valeurs défendues. Les néoconservateurs de gauche défendent des valeurs républicaines, quand les néoconservateurs de droite vont plus loin en affirmant que ces valeurs, mais aussi notre société, ont un socle civilisationnel particulier, la civilisation occidentale, de racines gréco-romaines et de culture chrétienne, et qu'au-delà des idées républicaines, ce sont ces valeurs, l'histoire et la société occidentale qui va avec, qu'il faut défendre face à l'ennemi civilisationnel représenté par l'islam, mais aussi pour les néoconservateurs de droite, par l'immigration extra-européenne, qu'il ne faut pas juste réguler et intégrer, mais stopper. Et voilà comment, à partir d'une histoire américaine, on peut produire une grille d'analyse pour comprendre un phénomène français et mettre un peu de cohérence entre des parcours individuels. J'espère que cette interprétation vous aura paru pertinente et qu'elle vous aidera à comprendre les conflits qui ont cours actuellement à gauche. Également, une dernière précision. Dans la vidéo d'introduction de ce cycle sur le néoconservatisme, je vous indiquais que je me considérais comme étant néoconservateur selon la grille de lecture que je vous ai présentée aujourd'hui. Il faut préciser que je me considère comme étant néoconservateur de droite. Aussi, de temps en temps, je vous ferai des vidéos revenant sur mon parcours, et je vous ferai part des réflexions qui, petit à petit, m'ont mené de l'extrême gauche à des positions beaucoup plus à droite sur pas mal de sujets, jusqu'à envisager des alliances possibles avec la droite de la droite. Et que vous soyez de gauche ou de droite, j'espère que ces vidéos vous apporteront matière à réflexion. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.